Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Ludovic Aspas, DSI du groupe Diam. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Bonjour Ludovic. Bonjour Philippe. Avec Ludovic, c'est une vieille histoire qui dure, ça fait des années qu'on travaille ensemble et on a traversé pas mal de projets et discuté de 1000 problématiques, donc je suis particulièrement content de t'avoir au micro aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui concerne absolument tout le monde, la cybersécurité. Tu es venu, il n'y a pas si longtemps que ça, sensibiliser les développeurs de chez Axopen, je crois que c'était en novembre dernier, mais en vrai, on va le voir dans ce podcast, la cyber, ce n'est pas seulement une histoire de dev. Aujourd'hui, l'idée, c'est donc d'éclaircir ce sujet, d'en parler aussi bien du côté des développeurs que du côté DSI et entreprises, et au sens large, et de vous faire partager des bonnes pratiques sur le sujet. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Ludovic, j'aimerais bien qu'on fasse un petit saut dans le passé. Est-ce que tu te souviens de ton premier projet informatique? Est-ce que tu peux nous le raconter? Avec plaisir, évidemment. Donc, je me souviens très très bien d'avoir développé il y a maintenant 22 ans, quand je suis arrivé chez Diam, un site web interne en PHP 4 à l'ancienne, en procédural, et qui permettait de mettre à disposition des employés de Diam les plans PDF faits par le bureau d'études. Alors, tout ça tournait sur une base Oracle, parce que c'était ce qu'on avait en interne, et j'étais fan de ce SGBD. Alors, les développeurs rigoleraient aujourd'hui, en voyant le code probablement, mais pour la petite anecdote, ce site tourne toujours, plus de 20 ans après, et il a plutôt bien passé les différentes évolutions des navigateurs ou des serveurs, donc j'en suis assez fier. Bon, c'était un bon souvenir du coup. Exactement, très positif. Ouais. Est-ce que maintenant tu peux te présenter un petit peu ta vie, ton œuvre, rapidement? Qu'est-ce que tu as fait? Comment t'en es arrivé là? Quel est un petit peu ton parcours? Bien sûr. Alors moi, j'ai eu plusieurs vies chez Diam. Hein. Je suis rentré en tant qu'alternant il y a très longtemps. J'ai tout fait toujours au sein du service informatique, ce qui m'a permis de toucher au développement, à l'administration des bases de données et plus récemment à la sécurité informatique. Alors quand j'étais jeune et ado, ma passion était naturellement l'informatique. J'en ai mangé soir et week-end, comme beaucoup d'informaticiens. Et de ta génération. Exactement. Et de notre génération, je devrais dire. C'est ça. Néanmoins, maintenant, j'ai vieilli et j'aime aussi me tourner vers des activités que je vais pouvoir faire en famille. Et la course à pied, notamment, en fait partie. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le groupe Diam? Parce que c'est à la fois un énorme groupe et puis c'est pas forcément un groupe qui est connu du grand public. Bien sûr, oui. Alors, le groupe Diam, c'est le leader mondial dans l'aménagement de magasins pour les grandes marques de cosmétiques de luxe. Donc, on travaille avec les marques, notamment présentes chez des retailers comme Sephora, mais on a également la capacité à proposer à nos clients la création de parcours pour faire vivre aux consommateurs une expérience. Donc, Diam, c'est 3000 collaborateurs répartis sur 30 sites à travers le monde. On est présent là où nos clients se trouvent, c'est-à-dire dans les grandes capitales du luxe, Paris, Milan, New York, Shanghai et Dubaï, mais également partout où nous pourrons assurer la maintenance et le recyclage du matériel installé. Ok, et en plus, donc ça sous-entend, et c'est important pour la suite de votre podcast, que vous êtes un peu présent sur tous les fuseaux horaires, quoi. C'est-à-dire aussi bien en Chine qu'aux États-Unis. On doit assurer un follow, l'ensemble de nos activités, on doit les assurer ça s'appelle en follow the sun, c'est qu'on assure les 24 fuseaux horaires et on est présent de l'Australie jusqu'au Mexique et on couvre effectivement tous les fuseaux horaires. Ce qui impose quelques contraintes en termes de sécurité informatique et d'informatique en général. On va rentrer dans le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, donc la cybersécurité. Alors, je sais que pour ceux qui nous écoutent, c'est un sujet un peu valise parce qu'on entend tout et un petit peu n'importe quoi. Donc, l'idée, c'est, est-ce que, avant de rentrer dans le détail en tant qu'entreprise DSI, qu'est-ce qu'on peut faire et en tant que développeur, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu peux nous donner, si tu veux, Ludovic, si tu peux, une espèce de définition avec tes mots le plus simple possible pour comprendre un petit peu c'est quoi la cybersécurité? Alors, la cybersécurité, c'est la sécurité informatique qui intéresse le business. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a parlé de sécurité informatique. Et ça n'intéressait que les informaticiens et c'était un problème d'informaticiens. Et à partir du moment où ça a pris une autre dimension qui mettait en péril le business, on a parlé de cybersécurité. Et là, tout d'un coup, ça a commencé à passionner et à intéresser grandement les dirigeants, les directeurs financiers et tous ceux qui avaient à cœur, évidemment, de protéger le business. Donc, c'est la sécurité informatique, mais qui un peu plus large que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Et en termes de problématiques, c'est quoi aujourd'hui les problématiques de la cyber? Donc, c'est vraiment tout ce qui attaque le business? Alors, on parle vraiment de cyber quand le business est en péril.
On est loin du temps où les pirates faisaient des petits virus ou pirataient un site web juste pour se challenger eux-mêmes. Aujourd'hui, on a connu ça, Ludovic, au tout début. Exactement. Et c'était, je veux dire que c'était le bon temps, mais en tout cas, c'était un temps où la sécurité informatique ne nous faisait pas peur. Aujourd'hui, on est quand même sur des domaines, sur une autre dimension où malheureusement, certaines entreprises ne se remettent pas d'une cyberinformatique, d'une cyberattaque. En termes de type d'attaque, pour qu'on essaie de s'imaginer, c'est quoi aujourd'hui les types d'attaques que peut avoir une entreprise et en gros, comment les pirates ils essaient de faire ça en fait? Parce qu'on a cette image, tu sais, du vieux geek dans sa chambre avec sa capuche et son autocollant Linux, mais est-ce que c'est vraiment ça aujourd'hui la réalité? Alors, c'est encore un petit peu ça, sauf que les gars travaillent ensemble maintenant. C'est-à-dire qu'ils se sont regroupés en groupes de cyberattaquants pour mutualiser leurs compétences et pour mutualiser chacun leur spécialité. Donc les principaux types d'attaques, le but, c'est de faire tomber une entreprise et de prendre en otage les données d'une entreprise pour en obtenir de l'argent par la demande d'une rançon. Donc le risque majeur, c'est ce qui s'appelle le ransomware. Donc ça, aujourd'hui, c'est le type d'attaque majoritaire, quoi. C'est vraiment, je viens casser le SI. Ouais. Dans 90% des cas, on casse le SI et on demande une rançon. Et si la rançon est payée et que derrière le pirate est honnête, si tant est qu'on puisse dire qu'un pirate puisse être honnête, et ben derrière il restitue les clés. C'est-à-dire, il donne la clé de cryptage qu'ils avaient utilisée pour bloquer le système. Et puis parfois ça fonctionne, mais pas toujours. En termes de type d'attaque, qu'est-ce que cherchent les pirates? Je crois que c'était assez clair, mais du coup, comment les collaborateurs d'une entreprise ou les gens de manière générale se font avoir? C'est quoi, toi, d'après ton expérience, le truc le plus fréquent? Le truc le plus fréquent et le plus évident, c'est le phishing. Clairement, aujourd'hui, les entreprises ont largement remonté leur niveau de sécurité, ce qui fait que les pirates se heurtent aux mesures de sécurité de l'informatique. Par contre, il reste un point faible, se trouve entre la chaise et le clavier, c'est l'utilisateur. Et clairement, les pirates ont compris qu'en ciblant les utilisateurs, en leur envoyant des emails attractifs avec des liens malicieux, ils arrivaient par ce biais à rentrer sur les ordinateurs des gens. Et une fois qu'ils sont sur l'ordinateur, ils ont réussi à percer la carapace, la forteresse, et ils sont rentrés dans le SI. Tu parles du phishing, est-ce que tu peux nous donner peut-être une définition pour ceux qui n'ont jamais entendu ce terme? Bien sûr, le phishing, c'est un email malicieux envoyé dans le but d'inciter l'utilisateur à cliquer sur un lien qui permettra aux pirates de rentrer. Donc c'est un email assez bien fait qui souvent les pirates se font passer pour un collaborateur de l'entreprise et incite l'utilisateur à cliquer. Soit en se basant sur un événement au sein de l'entreprise, soit en se basant sur un événement de la vie, je sais pas, le Black Friday, Noël, etc. Et je veux le dire à ceux qui nous écoutent, parce que souvent, et alors je ne sais pas si tu partageras, mais moi le premier, je pensais que j'étais un peu immunisé contre ça en tant que personne avertie, et je me suis fait avoir comme un bleu un matin, un abribus où j'ai reçu un mail d'un client qui me demandait de valider quelque chose, et je me suis fait avoir bêtement, très bêtement. Alors heureusement c'était une campagne de test, donc ça n'avait pas de conséquences, mais ce que je veux dire c'est que faut pas croire que les attaques de phishing aujourd'hui ça attaque la personne qui est pas avertie, un peu bébête dans un service. Non, ça peut attaquer même des gens qui sont tout à fait d'actualité. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais c'est vraiment... C'est carrément ça, et nous on observe que 40% des gens qui cliquent sur les liens le font depuis leur téléphone. C'est-à-dire qu'ils sont en situation, ils sont dans la rue, ils se déplacent. Exactement, en mobilité. Et voilà, ils sont pas en situation de vigilance, et donc ils voient arriver un email ou parfois même par SMS, et ils cliquent, et patatras, c'était un phishing. Donc c'est des cas tout à fait fréquents, et effectivement même les informaticiens les plus aguerris se font avoir. D'ailleurs, beaucoup des entreprises qui se font attaquer, certaines d'entre elles sont des entreprises spécialisées dans la cybersécurité. C'était Sopra, non, qui s'était fait avoir il n'y a pas Sopra s'est fait avoir, Orange s'était fait avoir également, il y en a beaucoup. Ouais.
Pour la lisibilité de ce podcast, on va découper la suite en 2 parties. Donc, on va se placer dans un premier temps côté entreprise DSI comme toi. Et puis, dans un deuxième temps, on va essayer de se placer côté développeur pour savoir ce qu'on peut faire à notre échelle. Encore une fois, je pense que tu me contrediras pas, la cybersécurité, c'est un enjeu de tout le monde. Donc, l'idée, c'est que chacun essaye de contribuer un petit peu à sa manière, à ce qu'il peut faire. Alors, côté entreprise DSI, concrètement, déjà, qu'est-ce qui se passe quand on se fait attaquer ? Concrètement, si on se fait attaquer, en tant que DSI, on rentre immédiatement en situation de crise. Ça veut dire qu'il y a péril en la demeure. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est suffisamment important pour que une grosse partie, voire la totalité du SI ait été impactée et soit totalement bloquée. À l'arrêt. À l'arrêt, totalement. C'est-à-dire que là, si vous avez 50 personnes dans l'entreprise, une cyberattaque fait que ces 50 personnes sont devant leur ordinateur, ne peuvent plus les utiliser et se tournent les pouces, malheureusement. On est en situation de blocage total. Donc à ce moment-là, il y a ouverture. Est-ce que de côté de Diam, c'est déjà arrivé ? Alors, on n'a jamais eu de cyberattaque d'ampleur parce qu'on a mis en place des mesures de sécurité adaptées, mais on a déjà eu de nombreux incidents cyber qui auraient pu, si on n'avait pas les bons réflexes ou les bonnes mesures de sécurité en place, dériver sur une attaque beaucoup plus large. Donc du coup, en termes de protection, alors on a tous en tête un petit peu l'antivirus, le firewall. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça dont on parle pour protéger l'entreprise ou ça va bien au-delà ? Alors, ça va largement au-delà. Les antivirus de base, par exemple, ne sont plus du tout efficaces face aux cyberattaques. On parle maintenant d'EDR, qui sont des antivirus nouvelle génération qui embarquent des moteurs d'analyse du comportement des gens pour voir si ce qui se passe sur chaque ordinateur de la flotte est normal ou pas. Est-ce que c'est normal que tout d'un coup, il y ait des gigas de données qui partent ? Oui, non. Donc ça peut déclencher des alertes, notamment sur ce type de comportement. Et puis après, il y a également, comme je l'ai dit, l'utilisateur est la cible des pirates. Donc il y a tout un volet sensibilisation des salariés de l'entreprise au phishing et aux bonnes pratiques en général, telles que une pratique toute bête qui est indispensable, c'est par exemple d'appliquer les mises à jour de son ordinateur. Quand Windows vous dit attention, il y a une mise à jour, il faudrait redémarrer l'ordinateur, il est important de le faire. Et ça, naturellement, les utilisateurs ne le font pas forcément. Donc on les sensibilise, on leur explique que oui, il faut éteindre son ordinateur le soir, oui, il faut redémarrer son téléphone de temps en temps, ne serait-ce que pour que les mises à jour de sécurité s'appliquent. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que la stratégie, elle repose sur 2 piliers. C'est-à-dire un pilier, effectivement, outillage, tout ce que tu appelles ça, les antivirus nouvelle génération, les systèmes de détection, et un énorme volet sur la sensibilisation et la formation des équipes. Moi, ce que je dis, c'est que c'est 50-50. Il y a 50%, donc la sécurité informatique, c'est 50% de mesures techniques assurées par l'informatique et 50% de bonnes pratiques des utilisateurs. C'est vraiment les 2 jambes de la cybersécurité aujourd'hui. En termes de formation, alors on va essayer de dériver un des 2 pans. En termes de formation, c'est quoi la bonne approche ? Parce que je veux dire, dans toutes les boîtes, il y a un turnover, il y a des équipes qui rentrent, des équipes qui partent. C'est quoi la fréquence ? Est-ce qu'il faut faire un grand raout une fois où vous réunissez tout le monde ? C'est quoi la bonne stratégie et qu'est-ce que vous avez mis en place dans le groupe Diam ? Alors, on a une vraie sensibilisation qui a lieu à chaque entrée des collaborateurs. Chaque nouveau collaborateur passe, moi j'appelle ça à la moulinette de la cyber. On le forme sur les mots de passe, on le forme sur les backups, on le forme sur les mises à jour, etc. Et sur le phishing, évidemment. Et après, une fois qu'on les a formés, on fait des simulations de phishing. Et tous les jours, on a des simulations de phishing qui sont envoyées via un moteur qui est assez intelligent et qui cible les mauvais. Alors, tous ceux qui cliquent trop vite sont davantage ciblés par les simulations. Puis après, on a des campagnes de reformation pour rattraper ceux qui malheureusement sont tombés dans le piège des simulations. Mais c'est indispensable parce que les gens sont assez loin du risque informatique et si on leur rappelle pas fréquemment, soit par des posters dans les couloirs, à la machine à café, attention, le mot de passe, faut le changer fréquemment, faut qu'il soit complexe, etc. Donc il y a à la fois de la sensibilisation et du test. J'ai envie de dire, la confiance n'exclut pas le contrôle et il faut tester fréquemment les gens. Et du coup, est-ce que tu as un chiffre à nous donner ? C'est combien le taux de personnes qui cliquent sur chaque campagne de phishing ? Alors, ça dépend. Quand on lance une on a envie de se moquer un peu. Ouais, mais en fait, quand on lance comme ça un outil de simulation, on commence par un audit.
Et souvent, le premier chiffre est assez désastreux. C'est qu'on lance une première vague de simulation. Et là, on se retrouve avec plus de 20% de gens qui sont tombés dans le panneau et qui ont cliqué. Et là, c'est un peu une catastrophe, mais en même temps, c'est un peu le niveau zéro, c'est le début, c'est le trait de référence. C'est la photo de départ. Ouais. Exact, photo de départ. Et après, effectivement, les choses s'améliorent et petit à petit, à force de tomber dans le panneau, à force du coup d'avoir des mini-formations pour leur expliquer pourquoi ils sont tombés dans le panneau, les gens deviennent vigilants et acquièrent une vigilance naturelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, chez Diam, on arrive à un taux à peu près de 1% de personnes qui cliquent. Alors, c'est toujours trop, parce qu'il suffit d'une seule personne qui clique sur un phishing pour que un pirate rentre, mais n'empêche que la progression le risque est réduit, et à un moment, de toute façon, il y a un plancher de verre, on peut pas aller en dessous du 1%, c'est déjà un très bon score. Ouais, et puis c'est ce que j'allais dire, c'est que le problème de la cybersécurité, c'est une notion il faut être vigilant tout le temps. Et même de temps en temps, on a tous des faiblesses quand on est humain et on fait pas gaffe, quoi. Eh bien, c'est surtout que c'est quelque chose qui est en constante évolution. C'est-à-dire que c'est un peu comme le fait la poule, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, les pirates ont toujours une longueur d'avance. Donc ils sont très créatifs. Les pirates sont très créatifs. Ils trouvent des nouveaux moyens de détourner nos systèmes de protection qui eux ont toujours un train de retard. Donc c'est pourquoi il faut vraiment miser sur la sensibilisation des collaborateurs pour identifier ce qu'on appelle les red flags, c'est tous les trucs anormaux qui mettent la puce à l'oreille. Là, il faut. Voilà. Alors ça, c'est la partie formation utilisateur. Côté technico-technique, est-ce que vous faites des pen testing, ce genre de choses? Comment vous auditez un petit peu le système mis en place? C'est quoi la stratégie que tu préconises? On a deux choses aujourd'hui et c'est important d'avoir. Il y a plusieurs piliers dans la cyber. Il y a la détection. Il est important de pouvoir détecter. Quand un pirate rentre dans notre SI, il lui faut parfois jusqu'à 1 ou 2 mois pour préparer son attaque. C'est-à-dire qu'il est déjà rentré et après, pendant 2 mois, il est sur notre SI. Donc, détecter qu'un pirate est rentré sur notre SI est capital, est super important. Il faut essayer de le bloquer, de l'empêcher de rentrer, mais il faut aussi détecter si l'un d'entre eux a déjà pénétré nos systèmes. Donc aujourd'hui, on a des systèmes d'audit en temps réel qui auditent par exemple les logs de notre Active Directory ou qui auditent les logs de nos firewalls et qui vérifient si ce qui se passe est normal. Et c'est la corrélation de logs qui fait que derrière, on peut détecter que quelque chose d'anormal s'est passé. Et du coup, ça, par exemple, est-ce que c'est déjà arrivé chez vous? C'est-à-dire que vous avez détecté des pré-intrusions ou des comportements suspicieux? Bien sûr, on a détecté des pré-intrusions dans nos serveurs web, notamment, des pirates qui ont réussi à outrepasser les différents moyens de sécurité qu'on a sur des serveurs web, soit parce qu'ils n'étaient pas à jour, ce qui peut arriver, et dans ces cas-là, les pirates s'engouffrent dans la vulnérabilité. Et il est déjà arrivé, effectivement, que notre équipe cyber qui monitore l'ensemble des logs de l'infrastructure nous dise attention, sur ce serveur, il y a un truc anormal qui est arrivé. Il y a un fichier qui a été déposé là, qui n'a rien à faire ici, et quand on va consulter ce fichier, effectivement, c'est les premières traces d'une activité dangereuse. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est presque le plus dur, quoi. C'est-à-dire, en fait, détecter que quelqu'un t'a attaqué, qu'il est en train d'attaquer, c'est presque le plus difficile à faire aujourd'hui. Alors, oui et non, parce que faut reconnaître que depuis que l'informatique existe, il y a un truc qui est génial, c'est les logs. Et on a sur l'ensemble des serveurs, l'ensemble des devices, surtout les devices sont quand même très verbeux et parlent énormément. Et ce qu'il y a, c'est que c'est un vrai métier de lire des logs. Et c'est pour ça qu'on a externalisé l'activité de supervision et de monitoring à une société de cybersécurité qui s'appelle un SOC. Et qui a cette capacité à lire les logs et à détecter la moindre trace anormale. Mais c'est un vrai métier. Ouais, c'est un vrai métier. On peut plus s'improviser comme on a pu le faire dans les années 90 ou 2000. Ça devient trop compliqué, quoi. Clairement pas. La volumétrie est telle et le niveau de technicité des pirates est tellement haut qu'il faut vraiment des experts pour superviser tout ça. Ouais, et puis je pense aussi, alors je sais pas, mais moi l'idée que je me fais, c'est que il y avait beaucoup moins de choses exposées il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, il y a quasiment tout le SI d'une manière ou d'une autre qui se trouve exposé parce que comme tu dis, Internet est arrivé sur les postes de chacun des salariés. Il y a des choses qui sont plus ou moins sur du cloud, des choses qui sont plus ou moins sur des serveurs et compagnie. Et il y a une multiplicité des technologies et des interactions qui rend
forcément le truc vulnérable par conception, quoi. Oui, et puis pendant très longtemps, l'informatique était enfermée derrière le firewall, était au sein de nos murs, était dans notre salle serveur. Maintenant, on fait appel à des services cloud. On a des services complètement décentralisés, externalisés, et notre SI est venu s'éparpiller comme ça, et est quand même très très étendu. Donc la surface d'exposition sur Internet l'est d'autant plus. Et les pirates sont constamment à la recherche de failles dans la totalité de notre surface d'exposition. Ouais, puis je pense aussi ce qui a changé, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que historiquement, c'était des gens qui étaient qui voulaient se prouver qu'ils étaient capables d'hacker. Maintenant, c'est du business, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils Alors, viennent. c'est clairement ultra lucratif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, là, on parle de milliards d'euros ou de dollars, peu importe, ça change pas la donne, mais aujourd'hui, on est sur, c'est extrêmement lucratif, et il y a même certaines organisations criminelles qui petit à petit se détournent, par exemple, de la drogue pour se lancer dans le cyber, parce que aujourd'hui, plus facile. et puis on se fait moins attraper. Il y a beaucoup de trafiquants de drogue qui finissent en prison, il y a peu de pirates informatiques qui finissent en prison. Donc voilà, c'est un domaine en pleine expansion, et effectivement, toute entreprise de n'importe quelle taille doit aujourd'hui prendre très au sérieux le risque cyber. Mais tout ça, ça a un coût. Ça coûte quoi aujourd'hui? C'est quoi le bon pourcentage? Est-ce que tu as des repères à donner aux gens de se dire, voilà, c'est qu'il faudrait investir dans la cybersécurité pour espérer avoir un niveau de sécurité satisfaisant? Alors, ça a un coût. Si on veut vraiment s'en protéger de façon très sérieuse, ça a inévitablement un coût. On parle de parfois quelques pourcents du chiffre d'affaires d'une entreprise. Ça peut monter assez vite. C'est stratosphérique. Oui, non, mais c'est très cher. Mais en même temps, c'est une question de survie. Donc, à combien on estime la survie d'une entreprise? C'est marrant parce que je discutais, alors je sais plus avec qui récemment, qui me disait que le budget qui était alloué en informatique allait de moins en moins pour faire des projets informatiques au sens développer de nouvelles fonctionnalités, mais était consommé de manière très conséquente par juste le fait de faire fonctionner le système d'information. Et dans ce faire fonctionner le système d'information, il y a toute la problématique cybersécurité qui, en soi, n'apporte rien au niveau, j'ai envie de dire, fonctionnalité immédiate, mais empêche justement et que du coup, il y avait ce budget, il était en inflation constante depuis de nombreuses années. Effectivement, mais c'est quasiment une forme d'assurance vie. Encore une fois, combien estime-t-on le fait qu'une entreprise puisse survivre? Beaucoup d'entreprises de petite ou de moyenne taille ne se relèvent pas d'une cyberattaque. Donc à partir de ce moment-là, il faut prendre en compte ce risque qui est majeur. J'ai une question. Est-ce que vous prévoyez un scénario catastrophe, c'est-à-dire, bon, bah, toutes les mesures de sécurité ont raté, ils sont passés, ils ont tout crypté. On va évidemment parler de backup physique. C'est quoi, là, en fait, si tu veux, la stratégie si c'est le doomsday, quoi? Beaucoup d'entreprises qui se sont fait attaquer étaient des entreprises de cybersécurité qui étaient prêtes. Donc techniquement, on n'est jamais assez prêt. Les pirates ont toujours une longueur d'avance. Donc le plan cyber, il est sur deux jambes également. C'est on se protège d'une cyberattaque, mais on se prépare à réagir en cas d'attaque. C'est-à-dire, même si malgré toutes nos mesures de précaution, de protection, on a été attaqué, alors il faut qu'on soit prêt à gérer une crise. Redémarrer, quoi. Exactement. Et donc, redémarrer et gérer. C'est que nous, chez le groupe Diam, a organisé cette année une simulation de gestion de crise cyber, où on a mobilisé l'ensemble des membres du CODIR, et on a simulé le fait qu'il fallait gérer une crise cyber, où les usines tombaient les unes après les autres, où les ressources les moyens de communication tombaient les uns après les autres, et comment on réagit, quels sont les plans B, où sont les backups, comment on fait pour continuer de communiquer quand on n'a plus d'email, plus Teams, et plus rien qui fonctionne. Et ça, c'est une vraie question. Si on n'a pas fait l'exercice, on ne se rend pas compte de combien on est impuissant face à une cyberattaque. Donc, il est important de se préparer pour être prêt et avoir les mesures les bons réflexes. Les bons réflexes. Le bon plan. Exactement. Même si ça ne se déroulera pas nécessairement comme prévu, tu as au moins quand même déjà quelques coudées d'avance, quoi. Si on a préparé une solution de secours pour remplacer notre solution d'email qui est complètement à plat, c'est toujours important d'avoir une roue de secours à portée de main, quoi. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble des briques de communication, notamment, parce que
Quand une cyberattaque tombe rapidement, les moyens de communication tombent, surtout qu'aujourd'hui on est très dans un monde collaboratif, dans un monde ultra connecté, dans un monde très centralisé au niveau des moyens de communication. Beaucoup d'entreprises font le choix d'Office 365, c'est-à-dire que si la connexion à Office 365 s'écroule, il n'y a plus d'email, il n'y a plus Teams, il n'y a plus rien. Donc à un moment, il faut impérativement penser à un plan de secours sur les éléments critiques du SI et sur notamment les moyens de communication. Niveau backup, moi c'est toujours une question, alors je sais que ça paraît évident au 21e siècle, tout le monde se dit, tout le monde fait des backups et compagnie, et puis on s'aperçoit toujours qu'il y a un truc qui n'est pas backupé. Tu vois, je veux dire, ne serait-ce que les protocoles, des docs, ou comme ça. C'est quoi aujourd'hui votre politique de backup, j'ai envie de dire physique? Est-ce que vous en avez les vieilles bandes à l'ancienne qu'on retire le soir et compagnie? C'est quoi aujourd'hui la stratégie que vous avez mis en place? Alors, il y a 20 ans, on avait ces vieilles bandes, et tous les jours, on venait sortir la vieille bande du serveur, on la mettait dans un coffre-fort. Et on y revient. C'est-à-dire que petit à petit, on se rend compte que le mode déconnecté, quand on sort la bande du serveur, le pirate viendra jamais écraser cette bande de sauvegarde. Donc là où pendant très longtemps on a dématérialisé les backups, on a envoyé les choses dans le cloud, mais tout ça c'était encore connecté. Et le pirate, quand il rentre dans notre SI, son premier but, il a deux buts dans la vie, c'est augmenter ses privilèges et détruire les backups. Donc les backups sont clés et il ne pourra jamais détruire une bande qui a été sortie d'un serveur. Alors heureusement aujourd'hui, il existe des moyens de protection supplémentaire qui s'appellent des backups immuables. C'est-à-dire que même si on n'est pas en mode déconnecté réellement physiquement et même si on n'a pas sorti la bande, les backups deviennent immuables et finalement s'il n'y a pas deux personnes avec les deux clés prêtes, disponibles, on ne peut pas supprimer un backup. Donc, et ça, c'est des moyens de sécurité que ça s'appelle comment ces systèmes-là pour ceux qui veulent se renseigner? C'est des backups immuables. D'accord, c'est ça le terme qu'il faut chercher. Alors, c'est au niveau des NAS, donc des serveurs de stockage. Aujourd'hui, ça s'appelle l'immuabilité des backups et c'est une fonctionnalité notamment que HP a déployé au sein de ces nouveaux systèmes de stockage et qui est vraiment très efficace. C'est incroyable parce que moi, à la tête d'Axopen, on est une soixantaine et il n'y a que des jeunes. Et en fait, quand je leur ai parlé du stockage pour board, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Ils ne connaissaient pas. Et que j'ai dû leur expliquer à quoi ça ressemblait. Donc, pour ceux qui sont jeunes et qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Alors, ça ressemble à rien, mais en fait, il faut imaginer les vieilles disques VHS que vous aviez à l'époque, quoi. C'est ça, c'est ça la matérialisation. Et c'est vraiment des cartouches que vous insérez et que vous sortez de votre machine comme à la bonne vieille époque, quoi. Et c'est fou de se dire que ça revient comme un truc à la mode et qui s'avère d'être le plus sécurisé, quoi. C'est dingue. Je pense qu'on a avancé sur la partie entreprise DSI. Maintenant, on va se poser un petit peu à la place d'un développeur. Alors, les développeurs, ils n'ont pas cette notion-là, mais pourquoi, à ton avis, ils ont une très grande responsabilité? Alors, les développeurs contribuent fortement à étendre notre surface d'exposition. Déjà, ils la font évoluer. À chaque fois qu'ils développent des pages web, à chaque fois qu'ils font évoluer une application, s'ils le font bien, ça n'importe pas. Enfin, s'ils le font de façon sécurisée, ils n'augmentent pas la surface d'attaque. Ça n'augmente pas la surface d'attaque. Par contre, si effectivement ils le font sans prendre en compte la problématique de la sécurité, derrière, ils créent des failles de sécurité, ils créent des vulnérabilités dans notre forteresse, qui est notre surface d'exposition. Et donc, ils ont un rôle majeur. Ils ont un rôle majeur aujourd'hui, parce que beaucoup d'applications aujourd'hui sont basées sur des briques qui sont directement constituées de briques majeures de notre système d'information. On peut prendre l'authentification, par exemple. Une page web qui s'authentifie sur notre Active Directory, si le développeur n'a pas appliqué les best practices en termes de sécurité, derrière, un pirate peut utiliser cette vulnérabilité pour atteindre notre Active Directory. Aujourd'hui, les développeurs... Moi, j'ai une question, et alors je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais historiquement, de ce que je voyais, c'est que les pirates n'attaquaient assez peu les développements spécifiques. Ils préféraient, par une question d'économie de moyens, attaquer des logiciels qui existaient, c'est-à-dire les briques standards du marché, les WordPress, les Drupal, les ERP classiques, parce que du coup, quand il y avait une faille, elle était exploitable sur tous les clients, et les développements spécifiques, comme ils sont spécifiques à chaque client, c'était plus compliqué à attaquer.
Je ne sais Oui. pas si c'est encore vrai aujourd'hui. Et est-ce qu'on a moins d'attaques sur les développements spécifiques parce que maintenant on a des outils automatisés qui permettent d'attaquer en masse. Je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui. Je pense pas. En fait, par facilité, effectivement, les pirates attaquent en priorité des Drupal, des WordPress, parce que les versionnings sont très référencés, les vulnérabilités de chaque version sont très connues. Donc ça, c'est facile. Et puis, si vous voulez, si tu veux, quand tu attaques du WordPress, tu attaques Des 70% des sites millions. web, Ouais. des millions de sites web d'un coup. Donc c'est très facile. Par contre, les développements spécifiques, certes, sont pas forcément sur du WordPress ou autre, mais sont basés également sur des frameworks qui, eux, peuvent avoir leurs vulnérabilités. Eh oui, qui peuvent avoir des failles qui, elles, sont connues des pirates. N'oublions pas que les pirates sont des experts en piraterie et ils suivent de façon très précise chaque Méthodique. vulnérabilité, chaque version et sous-version de chaque framework. On est souvent surpris de voir les canaux qu'utilisent les pirates pour rentrer. On a parlé tout à l'heure du phishing, ça c'est une chose, mais les vulnérabilités des frameworks, des serveurs, des OS sont ici énormément suivies par les pirates et exploitées pour démarrer une cyberattaque. Comment on fait pour sécuriser son application? C'est quoi les bonnes pratiques qu'on peut donner à un développeur qui a envie de se sensibiliser là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse concrètement pour développer un peu sécurisé? Ah bah déjà, je pense qu'il faut, j'ose pas dire maîtriser son sujet, mais quand on utilise un framework, il faut pas l'utiliser entre guillemets par-dessus la jambe. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser en toute connaissance de cause, parce qu'on a étudié la question et parce qu'on s'est documenté. Il faut se documenter sur ces sujets-là. On peut pas utiliser un framework en faisant un copier-coller trouvé sur Internet et on se lance et on l'utilise. Ça, Mais on fait c'est plus ça, malheureusement ce que on demande à ChatGPT, il nous donne un code, on le colle et puis voilà. Ouais, mais effectivement, suivant la façon qu'on a de parler à ChatGPT, bah, il va nous faire du code très sécurisé ou pas du tout. Donc, dans tous les cas, je pense qu'il est important de savoir ce qu'on fait et de le faire en toute connaissance de cause, et pas de pas aller trop vite et de toujours garder en tête la sécurité informatique. Je pense que ça, c'est majeur. Et ensuite, pour vos clients, une entreprise de développement a aussi un devoir de conseil et se doit enfin, vos clients vous font confiance. Et si les développeurs créent des failles de sécurité dans des applications, vos clients qui ne sont pas forcément très sensibilisés informatiques ne le savent pas. Et donc, vous avez cette responsabilité, je trouve, de concevoir des applications qui soient sécurisées parce que c'est ce que vos clients vous le demandent. Et même s'ils ne vous le demandent pas clairement, c'est ce qu'ils attendent de vous. Mm. Et je pense que ce que tu dis là, c'est intéressant parce que ça a beaucoup évolué ces dernières années. C'est-à-dire qu'historiquement, il y avait plein de sujets qui n'étaient pas des sujets. La performance, la sécurité, c'était pas des sujets. Et aujourd'hui, ça devient des sujets. Et en fait, le problème de fond, si tu veux mon avis, c'est que le process ne peut pas venir combler un défaut de fabrication, soit au niveau de l'architecture, soit au niveau du développement. C'est-à-dire qu'en fait, en sécurité, tu peux mettre tous les process en place. Si le développeur de base a laissé des grosses failles, c'est très compliqué après d'aller le trouver. Et donc, je pense qu'en fait, la responsabilité du développeur et de l'entreprise de développement, de l'équipe de développement, de tout ça, c'est que dès la base, ils maîtrisent ce qu'ils font. Et on voit d'ailleurs le sujet dans les performances, c'est-à-dire que si on ne fait pas les choses dans le bon ordre au démarrage, c'est très compliqué de venir mettre de la sécurité ou de la performance a posteriori. Mais effectivement, la cybersécurité, enfin, le pirate va essayer d'exploiter chacune des couches de l'informatique, du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau. Et donc, effectivement, un développeur qui va développer, il va être très haut dans les couches, s'il n'a pas une maîtrise, une connaissance ou au moins des notions sur les couches inférieures, à un moment, ça va pas fonctionner, quoi. En fait, je pense que probablement que les développeurs actuels sont trop hauts dans les couches et se focalisent sur leur partie en disant bon bah si ça se passe en dessous, c'est pas de ma faute, j'étais pas au courant. Sauf que l'informatique, c'est quand même un métier de passionné. Et moi, je reste persuadé. Est-ce que ça reste un métier de passionné? J'espère. Je suis passionné d'informatique, j'ai été passionné d'informatique et à un moment, tous les aspects de l'informatique m'ont intéressé. Et j'ai du mal à concevoir qu'un développeur, qui peut être très bon dans sa partie de développement, ne s'intéresse pas un minimum aux aspects sécurité, aux aspects réseau, aux aspects infra, qui sont très, très loin dans les couches, hein, mais qui sont néanmoins super importantes parce que une application sans l'infra ne tourne pas. Et l'infra, si elle ne fait pas tourner d'appli, elle ne sert à rien.
Donc les deux sont vraiment liés et je pense que c'est important d'avoir une vision 360 degrés de comment tourne une appli, sur quelle infra, quel framework, etc. Et là, Et moi, je suis 100% d'accord avec toi. Et je rajoute, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient potentiellement encore jeunes dans ce métier, ou même moins jeunes, c'est de se dire, vous ne perdez pas de temps à comprendre quelque chose qui ne se situe pas forcément strictement dans votre périmètre. Vous ne perdez pas de temps quand vous faites du développement à comprendre comment fonctionne l'infrastructure, et vous ne perdez pas de temps en tant que personne qui fait de l'infrastructure à comprendre comment fonctionne le développement. Et en fait, aujourd'hui, on a une tendance dans ce métier à très spécialiser les gens dans des niches. Mais en fait, la sécurité, ou la performance, d'ailleurs, moi je trouve qu'il y a beaucoup de corollaires entre les deux, c'est toutes les couches qui doivent être alignées pour que ça fonctionne, ou que ça soit aligné pour pas avoir de failles. Et aujourd'hui, on a tendance à avoir des gens qui soient trop spécialisés et qui voient pas un peu ce qui se passe dans le bureau du collègue, quoi. exactement. Après, je pense que la jeune génération, c'est pas de sa faute, la jeune génération. Pourquoi? Parce que nous, quand on était jeunes, quand on voulait qu'Internet fonctionne à la maison, il fallait qu'on retrousse nos manches, qu'on installe les pilotes du modem. Enfin, il y avait toute une démarche où pour que ça fonctionne, il fallait déjà se faire des nœuds au cerveau. Aujourd'hui, la jeune génération a de la chance, ils branchent la box, ils branchent le câble et il y a tout qui fonctionne. L'ensemble des couches réseau fonctionnent facilement. Aujourd'hui, quand un jeune démarre sa PlayStation, il ne se pose pas la question de comment je vais brancher le réseau, c'est branché sur la box et ça marche. Donc tout est facile. Donc comme c'est facile, ils n'ont pas besoin de s'intéresser au sujet infra, au sujet réseau. Et c'est dommage parce que malgré tout, je pense qu'à l'époque, quand on se donnait du mal pour faire fonctionner tout ça, ça nous formait et ça nous donnait des bons réflexes que peut-être la jeune génération n'a plus aujourd'hui, à moins. Ouais. Et si on avançait, je vois que le temps tourne, et après je vais me faire gronder par la personne qui s'occupe de me gronder si je dépasse les délais. On va avancer sur un sujet un peu plus large. Comment toi tu vois la solidarité s'il doit y avoir une solidarité entre les entreprises, les partenaires, les fournisseurs, tous ces gens qui doivent collaborer ensemble dans la sécurité? On est tous concernés. Personne ne peut aujourd'hui se considérer comme protégé et comme sans risque lié au cyber. Donc, j'observe que même les clients, les partenaires, les fournisseurs aujourd'hui ont une certaine entraide naturelle entre eux, dès que l'un d'entre eux est en péril et subit une cyberattaque. On le voit assez facilement et j'ai jamais vu une entreprise taper sur une autre ou se plaindre que les délais n'étaient pas respectés parce qu'elle avait subi une cyberattaque. Et même au sein des services informatiques, il nous est déjà arrivé d'être contactés par des services de sécurité informatique de nos clients. Tout de suite, il y a de l'entraide qui se crée. On se donne des astuces. On dit attention, on fait attention à ça. Ah bah oui, effectivement. Et ça aujourd'hui, c'est un peu une union contre un ennemi commun, quoi. Exactement. Exactement, ouais. Et qui se met en place. Et c'est pas tout le temps le cas. Ouais. Et c'est pas tout le temps le cas, mais dans le cadre du cyber, c'est quand même très présent et c'est très appréciable. On a beaucoup parlé professionnel. Est-ce que toi, tu penses que s'il y a un sujet cybersécurité ou sécurité tout court sur le sujet perso? Est-ce que Ludovic, en tant que personne physique, tu fais des choses particulières sur la partie sécurité? Alors, moi, j'ai quand même un bon vernis sécurité, donc j'ai des réflexes, notamment de mots de passe, qui sont la base de la base. Si dans votre vie personnelle, vous avez des mots de passe qui sont les mêmes sur tous vos comptes, Amazon, à la Fnac, ou je ne sais pas où, si tous vos comptes personnels utilisent le même mot de passe, c'est qu'a priori, vous n'avez pas compris que les pirates pouvaient vous attaquer en 3 secondes. Aujourd'hui, on ne connaît pas le niveau de sécurité des plateformes sur lesquelles on a des logins mots de passe. Donc, leur faire confiance, c'est quand même vachement risqué. Moi, quand je confie à une plateforme mes données personnelles, je lui fais pas une confiance aveugle et je mets des logins des mots de passe compliqués et je mets le MFA à chaque fois que c'est possible. Le MFA, vous savez, c'est ce petit code qu'on va recevoir par SMS pour vérifier que c'est bien vous. C'est tout bête, ça nous fait perdre un petit peu de temps, mais ça nous sauve la vie parce qu'en fait, même si le pirate soit a trouvé votre mot de passe, soit a récupéré votre mot de passe parce qu'il a fuité
sur le dark web suite à une cyberattaque, alors il ne pourra pas rentrer sur votre compte parce que il faut le login, le mot de passe et le MFA. Donc, et c'est marrant parce que je te coupe parce que moi j'invite tout le monde à aller faire une petite recherche sur internet sur des gens qui se sont fait un peu voler leur vie perso parce qu'ils se sont fait attaquer, ils ont pris le code de la carte bleue, qu'ils ont pris le code de tout un tas de choses. Et en fait on n'imagine pas en fait la galère que vivent ces gens une fois qu'ils se sont fait pirater. Et je pense que ça mérite de temps en temps de lire un témoignage parce que ça vous rappelle un petit peu les consignes le problème qu'il va y avoir si vous vous faites attaquer, quoi. Et moi j'ai récemment grondé ma mère qui avait tendance à pas mettre de mot de passe sur son téléphone en disant mais c'est toujours avec moi, c'est mon téléphone, alors qu'en fait souvent c'est une des premières failles qui existent dans la vie personnelle des gens, quoi. Oui, et puis les gens par simplicité vont enregistrer leur mot de passe dans leur navigateur, par exemple. Bon, un navigateur n'est pas un gestionnaire de mots de passe, c'est un navigateur. Donc lui confier ses mots de passe, c'est prendre le risque. Un pirate qui arrive à accéder à votre PC, le premier truc qu'il fait, il prend les mots de passe dans votre navigateur, il a accès à tous vos comptes instantanément. Donc il y a quand même plein de réflexes qu'ont les gens qui sont malheureusement des mauvais réflexes et qui les exposent vraiment à voir leur vie privée dévoilée ou arriver à l'encontre de beaucoup de problèmes. Il faut en parler parce que c'est un sujet d'actualité et qui bouleverse un petit peu tout. L'IA, alors l'IA, on en parle beaucoup dans les points positifs, ça va simplifier notre vie, ça va développer pour nous, ça va être fantastique, ça va être merveilleux. Mais en termes de cybersécurité, est-ce que ça fait pas un peu craindre le pire ? L'IA, c'est un outil. On en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que moi, quand j'utilise un marteau, je peux l'utiliser pour enfoncer un clou pour monter un meuble, mais je peux aussi t'écraser la tête avec. L'IA, c'est exactement pareil, malheureusement. C'est-à-dire que soit on l'utilise pour des choses bénéfiques, soit on l'utilise pour des choses néfastes. L'IA, à proprement parler, à part dans les films de science-fiction, sinon pour l'instant, on la voit pas encore en train de nous attaquer. Par contre, qu'un pirate utilise l'IA pour générer du code et s'appuyer sur l'IA l'IA a accès à une base de données tellement gigantesque de toutes les vulnérabilités disponibles sur Internet qu'il est très facile de la débrayer et de l'utiliser pour utiliser le programme parfait qui saura rentrer dans telle ou telle application. Donc voilà, encore une fois, ça dépend de comment on l'utilise. L'IA me fait pas peur, l'utilisation qu'on a de l'IA. Moi, j'ai très peur des campagnes de phishing boostées à l'IA, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de campagnes de phishing que tu repères parce que les textes sont mal écrits, parce que tu vois que c'est pas fait en France, machin. Avec des systèmes comme l'IA, tu vas pouvoir avoir des attaques avec des espèces de conversations qui te paraîtront réelles et qui vont mettre un temps infini, même pour quelqu'un d'averti, de s'apercevoir que ça n'est pas nécessairement une vraie personne en face, mais un système de type IA, quoi. Oui, alors, les emails mal écrits, c'est quand même de moins en moins vrai. Aujourd'hui, nous, on a quand même des tentatives de fraude où les pirates appellent au téléphone. Et ils parlent un français parfait, il n'y a pas de faute, et ils assument, et ils sont très à l'aise avec ça. Donc, le côté faute d'orthographe et mauvais français, c'est fini. On est passé à autre chose. Par contre, encore une fois, l'IA, ça dépend ce qu'on en fait. Si on utilise l'IA pour faire du deepfake vocal et simuler la voix de son directeur financier pour demander à un comptable de faire un virement, aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, on n'est plus dans de la cyberattaque, on est dans de la fraude assistée par l'IA. Et là, effectivement, encore une fois, ça dépend ce qu'on en fait. Il y a des risques. On va passer à la conclusion de ce petit podcast. Moi, j'avais une question que je pose toujours, c'est est-ce que Ludovic, alors ça fait comme toi et moi, ça fait quelques années, on a commencé avec des versions de PHP 4, 3, 4, ça commence à dater. Aujourd'hui, est-ce que tu as encore un rêve de technologie, un rêve technologique, un rêve de projet ? Est-ce qu'il y a encore des choses qui t'animent et qui te font rêver en tant qu'informaticien Alors maintenant, je sais que tu es DSI, et le terme informaticien pour moi n'est pas péjoratif, mais en tant que faisant partie de cette grande famille-là, est-ce que tu as encore des rêves informatiques ? L'avantage de l'informatique, c'est que c'est sans fin. D'une part, le spectre est vachement large, et ensuite, c'est en constant renouvellement. Alors là, nous, ça fait quand même, dans le groupe Diam, ça fait déjà 3 ans qu'on vit cyber, qu'on mange cyber, qu'on respire cyber. Mais là, on a quand même une merveilleuse bulle d'oxygène à travers l'arrivée de l'IA.
Et l'IA est déjà en train de bouleverser la façon qu'on a de travailler. Je l'ai utilisé la semaine dernière pour m'aider à faire des vidéos de formation où je parle en chinois. Bon, je ne parle pas un mot de chinois, mais l'IA m'aide et derrière. Et ça, c'est vrai que l'IA a ouvert un champ des possibles assez incroyable et c'est ultra stimulant. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pas d'inquiétude sur les 5 prochaines années qui viennent parce que je sais que les sujets, Il y a des choses à faire. il y a des choses à faire et le champ des possibles est infini. Pareil, j'ai une question un petit peu récurrente. Est-ce que tu peux me donner, je te donne 3-4 termes, est-ce que tu peux me donner ta définition avec tes propres mots d'un seul terme? Alors, je te dis, est-ce que tu peux me définir ce que c'est pour toi une bonne technologie, un bon projet, un bon développement ou un bon développeur? Je te laisse choisir le terme que tu as envie. Ouais, écoute, une bonne technologie, pour moi, déjà, c'est une techno qui n'est pas un effet de mode. J'ai beaucoup d'admiration pour certains langages qui traversent les décennies. Je suis beaucoup plus méfiant avec certains frameworks plus éphémères qui ont une durée de vie de 6 mois, par exemple. Donc, la bonne technologie, c'est une technologie qui saura traverser les siècles, les décennies déjà, voilà, mais qu'un autre développeur ou que les prochaines générations sauront encore maintenir et faire évoluer. Et ça, je trouve que c'est ça une bonne technologie. C'est durable. Ouais, durable, maintenable, évolutif. On n'est pas obligé de toujours tout prendre et tout jeter, quoi. Donc, on peut aussi faire évoluer les choses en place. Et si on s'appuie sur les bonnes technos, on a toutes les chances que l'application qu'on a développée saura traverser les années. Et ça, c'est dur. Je sais que c'est dur pour les gens qui nous écoutent parce qu'on a tendance à tous les. Alors, en ce moment, c'est surtout les frameworks JavaScript. Tu sais, tous les 4 matins, il y en a un qui arrive avec sa super idée de framework qui est le framework qui va révolutionner les frameworks. Un peu comme tu sais, il y avait le format d'image qui va révolutionner le format d'image et que du coup, tu en as 50 000 à la fin. Mais en fait, souvent alors, quand on a un peu d'expérience, on s'aperçoit qu'effectivement, les technos à la mode, c'est pas celles qui perdurent dans le temps. Donc, un peu de raison n'est pas forcément une mauvaise idée avant de se lancer dans le nouveau framework à la mode. Avant de se quitter, Ludovic, est-ce que tu peux me donner un conseil, quelque chose qui va rester, qui peut, pour nos auditeurs, les éclairer? Est-ce que Ludovic, DSI du groupe Diam, après autant d'années d'expérience, peut nous donner un conseil qui peut nous éclairer? Je pense qu'il faut toujours avoir en tête des règles de base. En fait, la cybersécurité, ça peut être très compliqué et on peut effectivement se faire des nœuds au cerveau et dire attendez, comment il va? Mais à un moment, si on a les règles de base qui sont les mots de passe, les backups, les updates, en fait, on a déjà vachement protégé notre petit environnement, notre ordinateur, notre disque dur externe, notre téléphone. Voilà, donc faites les mises à jour. Faites la base. Commencez par la base. On peut se faire plaisir avec un antivirus nouvelle génération super high-tech. Si on a un mot de passe à 3 caractères qui est craqué en 3 secondes, ça sert à rien. Donc à un moment, la base, c'est mot de passe, backup, update. Et avec ça, on assure déjà la sécurité au quotidien. Et c'est rigolo ce que tu dis parce que souvent, tu sais, en ce moment, les jeunes veulent tous faire de la cybersécurité. Alors, je reçois des tonnes de gens de 20 ans, je vais faire de la cybersécurité. Et je leur dis toujours la même chose. Je leur dis, vous savez, ça ressemble beaucoup moins à faire du scripting sur un écran vert, la cybersécurité, qu'à appliquer des conseils de base de sécurité. Et il y a un petit côté un peu fantasmagorique de la cybersécurité qui, en fait, il faut déjà faire les trucs de base, quoi. Moi, au quotidien, j'ai un gros travail de répétition. Je répète aux utilisateurs, je répète les mots de passe, les backups, les updates. C'est un gros travail de répétition, un peu comme quand on éduque un enfant. S'il te plaît, le merci, c'est pas inné. Changer des mots de passe, avoir des mots de passe complexes, c'est pas inné. Appliquer les mises à jour, c'est pas inné non plus. Faut le faire. Voilà. Et si on fait ça, déjà, on a réduit à 80% notre risque d'être attaqué. Ludovic, merci. Merci Philippe.